Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai mythe des marchés financiers, le trading à effet de levier. Et surtout, le scalping. Oui, On a tous cette image un peu, l'adrénaline, les gains fulgurants, mais en regardant la pile de documents qu'on a analysés, des tutoriels, des articles, des forums, exactement. et le portrait qui en ressort est radicalement différent. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Les sources qu'on a, elles viennent de traders connus comme Captain Trading, Guillaume Graff, mais aussi de Boursorama ou de discussions très directes sur Reddit. Oui, Et le message, il est unanime. L'image du cow-boy, c'est une fiction totale. La réalité, c'est plus celle d'un démineur, quoi, ultra méticuleux, c'est une super image ça. où la moindre erreur est fatale. Voilà. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est un peu de déconstruire ça. On va pas donner de conseils, bien sûr, mais on va essayer d'extraire des sources, la mécanique, la discipline de faire et toute la psychologie derrière. Comment on fait pour simplement survivre, en fait? C'est ça. Comment on passe de l'idée de gagner gros à, en fait, perdre le moins possible. C'est une exploration qui est fascinante, je trouve, sur la gestion du risque et la psychologie humaine quand on est sous pression. C'est une vraie plongée dans les stratégies à l'échelle de la seconde. Bon, alors commençons par la douche froide. Ah oui. Avant même de parler stratégie, toutes les sources, sans exception, brandissent des énormes panneaux d'avertissement. J'ai une stat qui m'a glacé le sang. 10% de traders gagnant en temps normal. Ce qui est déjà très peu. Déjà très peu. Et ce chiffre, il s'effondrerait à 2% seulement pour le scalping. C'est terrifiant. Et encore, ce chiffre, il dit pas tout. Une source, la vidéo de Captain Trading, est très très directe là-dessus. Pour lui, le scalping, ce n'est pas une porte d'entrée. C'est l'aboutissement d'un long apprentissage. D'accord. Il le dit clairement, sans maîtriser le trading classique, aucune chance en scalping. Il avoue lui-même avoir liquidé, donc perdu, de nombreux comptes au début. Il dit que cet apprentissage a un coût excessivement cher. Excessivement cher, ça veut dire tout perdre. Plusieurs fois. C'est ça. Et le coupable, c'est cet outil au cœur du système. L'effet de levier. Les sources le décrivent comme un simple amplificateur, mais Mais un amplificateur à double tranchant. voilà. Il y a un exemple très parlant. Avec 1000 euros et un levier de 100, une toute petite baisse du marché, genre 1%, ça suffit à À tout le compte. tout le compte. Et 1%, c'est rien. Ça peut arriver en quelques secondes. Et ça, c'est pas de la théorie. On a un fil de discussion sur Reddit où ça devient très concret. Un utilisateur qui raconte avoir perdu 2500 $ sur une seule position Ah oui, en levier de 20. Sa conclusion, c'est simple, plus jamais. Et ce qui est intéressant, c'est un autre commentaire qui explique un peu la mécanique prédatrice derrière ça. c'est-à-dire? Il décrit comment les whales, les très gros portefeuilles, peuvent volontairement faire bouger le prix juste assez pour déclencher les liquidations des traders trop endettés. Ils vont chasser les stops, en fait. Exactement. Ils savent où ils sont et ils vont les chercher. C'est un jeu qui est biaisé. C'est terrible. On pense jouer contre le marché, mais on joue aussi contre des acteurs bien plus puissants. Au final, toutes les sources sont d'accord sur un point, et c'est sans appel. Pour un débutant, le scalping à effet de levier, c'est le moyen le plus rapide et le plus sûr de tout perdre. C'est exactement pour ça que, une fois ces avertissements posés, le reste des documents ne parle quasiment plus de comment gagner. Ah non, l'obsession, c'est comment ne pas perdre. C'est un changement complet de paradigme. C'est ça qui est frappant. Le discours, c'est pas comment trouver le prochain bon coup. C'est plutôt comment je survis à ma prochaine erreur. Hmm, Parce qu'elle est inévitable. Et c'est là que cette fameuse règle du 1% entre en jeu. Non. absolument. C'est la pierre angulaire de tout l'édifice. On ne cherche pas la performance, on cherche à maîtriser la perte. La règle du 1 ou 2%, c'est la ceinture de sécurité et l'airbag. J'aime bien l'image. Avant même d'accélérer, tu t'assures de survivre au crash. Concrètement, si tu as un compte de 10 000 €, chaque trade est plafonné à une perte de 100 ou 200 € maximum, quoi qu'il arrive. D'accord. Mais comment on fait, concrètement? On ne contrôle pas le marché, et là, il y a une astuce qui m'a semblé complètement contre-intuitive. Laquelle? On ne décide pas combien on achète, on décide combien on est prêt à perdre, et c'est ça qui va déterminer la taille de la position. C'est exactement ça. Et ça change toute la perspective. Les outils pour ça, c'est le stop loss et le take profit. Le stop loss, c'est un ordre automatique qui coupe ta position si le marché va contre toi. Le filet de sécurité. Voilà. Le take profit fait l'inverse. Il sécurise les gains. Les sources insistent, ces outils sont non négociables.
C'est ce qui permet d'enlever l'émotion de l'équation. Il y a une vidéo qui montre un outil sur TradingView qui fait le calcul tout seul. C'est fascinant parce que ça inverse la logique. On se dit pas je vais acheter 100 actions, on se dit sur ce trade, je risque 200 $. C'est ça. On place son stop loss et l'outil te dit OK, pour que ta perte soit de 200 $, tu dois acheter 37 actions par exemple. La taille change à chaque trade. Et c'est ça qui amène au deuxième concept clé, le ratio risque et récompense. Parce qu'une fois que tu sais combien tu peux perdre, la seule question c'est pour gagner combien? Logique. Et les sources sont claires. Si tu risques 200 €, il faut que ton objectif de gain, ton take profit, soit d'au moins 400 €. C'est le fameux ratio de 1 pour 2. Sinon, mathématiquement, ça ne tient pas. Même si on a raison une fois sur deux. Surtout dans ce cas. C'est ce qui te permet d'être rentable, même en te trompant la moitié du temps. Ah oui, d'accord. Si tu gagnes 400 quand tu as raison et que tu perds 200 quand tu as tort, après 10 trades avec 5 gagnants et 5 perdants, tu as gagné 1000 €. C'est des maths pures. Pas d'adivination. C'est pour ça qu'une règle d'or est martelée partout. Une fois qu'un stop-loss est placé, on ne le bouge jamais pour augmenter sa perte. Jamais. C'est la porte ouverte à la catastrophe. Ok, donc on a les garde-fous, règle du 1%, stop loss, le ratio. Ça, c'est la défense. Mais en attaque, comment ça se passe? Quelles sont les stratégies concrètes qui sont mises en avant? Alors c'est là qu'on trouve des conseils parfois surprenants. Le plus marquant, je pense, c'est celui-là. N'achetez pas les breakouts avec du levier. Alors ça m'a vraiment interpellé. Un breakout, c'est la cassure d'un niveau clé. C'est la base d'une analyse technique, le signal d'achat le plus connu. Et on nous dit de ne pas le faire. Pourquoi? La raison, elle est purement mathématique et liée à ce qu'on vient de dire. Quand un prix casse un niveau, il accélère très fort. Oui, Si tu entres à ce moment-là, ton stop-loss de protection, tu dois le mettre très très loin en dessous. Et donc pour respecter ta règle de 1%, avec un stop aussi lointain, tu es obligé de prendre une toute petite position, le potentiel de gain devient ridicule. donc on fait quoi? On regarde le train partir sans nous? Non, on attend le train à la gare suivante. La recommandation, c'est d'attendre un pullback. Un pullback. C'est une petite correction, un retour du prix vers le niveau qui vient d'être cassé. En entrant à ce moment-là, ton stop-loss, il est juste en dessous. Très proche. Ah d'accord. Le risque est minime. Et donc pour le même risque de 200 €, tu peux acheter une position beaucoup plus grande. Le potentiel de gain est démultiplié. C'est juste un jeu de patience. C'est une approche de chasseur à l'affût, pas de celui qui court après la proie. Exactement. On trouve aussi des conseils sur le niveau de levier. Sur les cryptos, par exemple, les discussions sur Reddit sont claires. Les traders qui s'en sortent dépassent rarement un levier de 3 à 5. Le levier 100x, c'est du casino pour tout le monde. Et si on prend un peu de hauteur, Boursorama met en garde contre une erreur très commune. Le trader qui a le nez sur ses graphiques à 1 minute et qui oublie le monde extérieur. Le contexte macroéconomique. Voilà, ignorer le calendrier économique, une annonce de banque centrale, un chiffre d'inflation. C'est comme naviguer en pleine tempête sans regarder la météo. Une seule annonce peut tout balayer. D'où la recommandation pour les débutants. Commencer avec un compte minuscule, une somme qu'on est prêt à voir disparaître. Et c'est un simulateur de vol en conditions réelles en fait. C'est ça. Si on arrive à faire grandir ce petit compte de manière régulière, alors et seulement alors, on peut envisager de passer à plus gros. Exactement. Et ça nous amène au cœur du réacteur, le point où absolument toutes les sources convergent. La psychologie. Le vrai champ de bataille n'est pas sur l'écran, il est entre les deux oreilles. Le succès, c'est 80% de psychologie. Et les sources donnent des outils très concrets pour ça. J'ai trouvé l'approche de Guillaume Graff, dans une de ses vidéos, vraiment très intéressante. Son premier conseil, révision. Il suggère de s'enregistrer. De filmer ces sessions de trading. Oui, pour pouvoir isoler les trades où l'on n'a pas respecté ses propres règles. Et ce qui est crucial dans ce qu'il dit, c'est qu'il faut analyser ces trades, qu'ils soient gagnants ou perdants. Ah, ça c'est subtil. C'est fondamental. Un mauvais trade qui finit par un gain, c'est peut-être le plus dangereux de tous. Ça renforce un mauvais comportement. Le revoir à froid, ça permet de se dire « là j'ai eu de la chance, mais je n'ai pas suivi mon plan ». C'est une erreur. Un autre de ces outils, c'est de justifier le trade, à voix haute ou par écrit, avant de cliquer. Ça paraît simple. Mais c'est puissant. Si on n'est pas capable de formuler une raison claire en accord avec sa stratégie, c'est que la décision est sûrement émotionnelle. C'est une barrière contre l'impulsivité, contre le FOMO, la peur de manquer une opportunité. Ça force à passer du cerveau des émotions au cerveau de la rationalité. Un autre outil essentiel, c'est le journal de trading. Mais pas juste un cahier gagné, perdu. Non,
Un vrai suivi statistique. Voilà, des logiciels comme EdgeWonk sont cités. L'idée, c'est de faire parler les chiffres, de devenir le scientifique de sa propre performance. On peut y découvrir des choses surprenantes. Comme quoi, par exemple? On peut se rendre compte, données à l'appui, qu'on perd systématiquement de l'argent le vendredi après-midi, ou que 80% des gains viennent d'une seule configuration de marché. Et ça, c'est un poids énorme. Évidemment, quand l'émotion te pousse à trader un vendredi, tes propres stats te crient « ne fais pas ça ». La discipline devient plus facile à tenir parce qu'elle est basée sur des preuves. Et cette discipline, elle est vitale pour gérer le cocktail d'émotions du trading. La peur, la cupidité et surtout la frustration après une perte. C'est là qu'apparaît le comportement le plus destructeur. Le revenge trading. Voilà. L'envie de se refaire tout de suite. C'est une réaction purement émotionnelle. On double la mise, on ignore les règles, on veut que le marché nous rende notre argent. Et c'est là qu'on fait les plus grosses erreurs. Les témoignages sont clairs, c'est le moyen le plus sûr de transformer une petite perte contrôlée en une perte catastrophique. C'est le démineur qui jette son manuel et qui donne un coup de pied dans la bombe. C'est une bonne conclusion. Quand on met tout ça bout à bout, le portrait qui émerge est fascinant. Le scalper qui réussit, c'est pas un preneur de risque. C'est un gestionnaire de risque obsessionnel. C'est ça. Moins un joueur de poker qu'un athlète de haut niveau de la décision, qui répète les mêmes gestes encore et encore. La performance, elle vient pas d'un coup de génie, mais de la constance. C'est parfaitement résumé. La discipline, la psychologie, la gestion mathématique, tout ça est présenté comme infiniment plus important que le fait d'avoir raison sur la direction du marché. L'avantage ne vient pas de la voyance, mais de l'exécution. Et ça nous amène à une dernière pensée, une question qui reste un peu en suspens. Hmm. Toutes les sources décrivent cette immense discipline humaine, manuelle, requise pour réussir. Mais on est dans un monde de trading algorithmique, d'intelligence artificielle, où des machines opèrent à la microseconde. Oui, quel est l'avenir du trader humain là-dedans? Exactement. C'est la grande question. Est-ce que la discipline et la psychologie, qui sont les clés du succès humain aujourd'hui, est-ce que ce sera suffisant demain? Face à des machines qui n'ont ni peur, ni cupidité, ni envie de se venger? Ou est-ce que, paradoxalement, c'est justement cette intuition humaine, cette capacité à sentir un contexte, qui restera le dernier avantage? Les sources ne le disent pas. Mais c'est un terrain de réflexion passionnant.